Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie chinoise. Récemment, les banques chinoises ont connu une pénurie d'argent qui a plongé la bourse de Shanghai à son plus bas niveau depuis la crise financière de 2009. Et cette situation a aussi suscité des inquiétudes sur l'état de santé de l'économie chinoise. Et pourquoi cette pénurie de l'argent et où va l'économie chinoise? Aujourd'hui, nous allons tenter de vous donner davantage d'éclaircissements sur la situation en compagnie de notre invité, M. Ding Yifan. Bonjour, M. Ding. Vous êtes chercheur au Centre de recherche pour le développement du Conseil des affaires d'État. Bienvenue parmi nous. Et avant de commencer notre discussion, voici un reportage. Depuis début juin, les taux d'intérêt restent tendus sur le marché interbancaire chinois. Le 20 juin, les taux interbancaires au jour le jour ont atteint le plafond historique de 13,4%. La pénurie de liquidités de la banque a attiré l'opinion publique et provoqué un effondrement de 2 jours consécutifs du marché boursier, les 24 et 25 juin. D'autre part, le gouvernement chinois a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il fallait continuer à mettre en place des politiques monétaires solides et stables, maintenir de manière raisonnable le montant total de liquidités et optimiser la gestion des ressources financières, l'utilisation des surplus et la circulation des fonds existants. L'objectif étant de stabiliser la croissance, de faire évoluer les structures et d'encourager la transition du système économique. Et première question, pourquoi la Chine a-t-elle connu cette fois une pénurie d'argent? En fait, cette pénurie d'argent est due à plusieurs facteurs. À des facteurs extérieurs et aussi à des facteurs intérieurs de Chine. Voilà. Depuis quelques mois, depuis disons la deuxième moitié de l'année dernière, il y a une entrée massive de capitaux étrangers de l'extérieur à la recherche des profits, à la recherche de la différence des taux d'intérêt, etc., etc. Et puis parce que l'économie chinoise allait bon train et on pensait qu'investir en Chine était une bonne opportunité. Eh bien, tout cela avait poussé la réévaluation de la monnaie chinoise. Eh bien, cela a créé trop de liquidités sur le marché. Eh bien, les institutions financières, y compris les banques, etc., avaient l'habitude d'avoir beaucoup de liquidités, des accès faciles aux égalités, etc., etc., mais cette chose commence à tourner surtout après le mois d'avril, après le mois de mars et d'avril cette année. Parce qu'à ce moment-là, la Banque centrale américaine, la Fed, la Réserve fédérale, a décidé ou a laissé entendre qu'elle allait décider de se retirer de ce qu'on appelle le QE, cette politique monétaire extrêmement souple, extrêmement généreuse, etc. Et tout cela avait créé des réactions très violentes sur le marché. Du coup, on pense que cette gala de liquidité touchera à sa fin bientôt. Eh bien, les capitaux qui allaient des pays développés, des États-Unis, aux pays émergents, en particulier à la Chine, commencent à se retirer de ces pays émergents, de la Chine aussi. Donc, tout à coup, les institutions financières ont senti ce manque de liquidité. Ils avaient l'habitude d'avoir accès facile à des liquidités, et puis tout à coup, il n'y a plus suffisamment de liquidités sur le marché. Et ils commencent à s'emprunter les unes aux autres, etc. Eh bien, normalement, ils pensaient que la Banque centrale de Chine, donc la Banque populaire de Chine, aurait ajouté un peu plus de liquidité quand il y a une pénurie d'argent. Mais cette fois-ci, la Banque centrale de Chine pense qu'il y a suffisamment de liquidité et que les institutions financières n'ont pas utilisé proprement leur argent pour soutenir
les activités économiques réelles. Mais je voudrais savoir, en fait, beaucoup de monde voudrait savoir, est-ce qu'on manque vraiment d'argent ou... C'est-à-dire qu'en fait, à en juger par le volume de M2, le nombre de l'émission de monnaie par la Banque centrale, il y a suffisamment de liquidités sur le marché. Et Parce que même oui. le volume Oui. de l'émission de monnaie a dépassé les objectifs fixés par la Banque centrale. Donc, de ce point de vue, il n'y aurait pas de panique sur le marché sur la pénurie d'argent. Mais pourquoi parce il que... y a de manque de confiance surtout. Pas seulement manque de confiance, parce que les banques ont prêté ces liquidités pour faire des investissements à court terme. Donc, à un moment donné, ils n'arrivent plus à retirer leur investissement. C'est ça qui a créé une espèce de panique sur le marché. Du coup, le taux d'intérêt au jour le jour, c'est un taux d'intérêt entre les banques, eh bien, monte à 13%, ce qui est extravagant comme taux d'intérêt, parce que normalement, le taux d'intérêt au jour le jour est généralement de 3 à 4%. Quelles sont donc les conséquences de cette pénurie d'argent? Ça a créé une espèce de panique sur le marché. Et bien, du coup, les investisseurs, les particuliers, etc., commencent à vendre leurs actions des banques, ce qui a entraîné une chute de la bourse de Shanghai, etc. Bien sûr, ça a provoqué une espèce de panique, mais tout de suite après, il ne faut pas exagérer non plus, parce que ce phénomène de pénurie d'argent a traîné une semaine, à peu près. Oui, mais les officiers de la Banque centrale ont laissé entendre qu'ils allaient redresser la situation, qu'ils allaient faire quelque chose. En fait, rien que par la parole, l'intervention a donné ses effets, parce que le taux d'intérêt au jour le jour est revenu au taux normal. Et justement, par rapport à la réaction de la Banque centrale, en fait, cette fois, on a constaté que la Banque centrale de Chine n'est pas venue en aide aux banques dans les premiers temps. Mais ils ont attendu un moment mais ils n'ont pas vraiment intervenu. Ils n'ont pas ajouté de nouvelles liquidités sur le marché. Ils ont dit seulement que si des institutions financières sont en difficulté réelle, la Banque centrale pourrait envisager de venir en aide à ces institutions. Mais finalement, rien n'y est fait. Mais en fait, la responsable de la Banque centrale a dit la Commission chinoise des opérations en bourse n'est pas la nourrice du marché boursier, pas plus que ne l'est la Banque centrale. Donc, quel est votre avis sur ce genre de propos? Je pense que finalement, les responsables de la Banque centrale sont suffisamment confiants. Ils savent quelle est l'importance de liquidité sur le marché chinois. Et le financement des activités et de l'économie réelle sont plus ou moins rassurés par les activités financières en Chine. Et certains disent que par rapport à ce que vous avez évoqué, c'est la façon dont les banques ont investi, et on a beaucoup évoqué le marché immobilier. Et certains disent que à cette fois, il y a la pénurie d'argent, donc on est conscient qu'on a trop investi dans le marché immobilier, on va retirer tout l'argent, et puis la bulle immobilière va éclater. Quel est votre point de vue? Je ne pense pas que la Banque centrale ait vraiment l'intention de creuser la bulle. Ce n'était pas son propos. En fait, la Banque centrale veut simplement maintenir la stabilité du marché financier. La Banque centrale voulait tout simplement éviter que la bulle immobilière continue à gonfler. Et on sait très bien qu'un certain nombre d'institutions financières ont été impliquées dans des crédits faciles aux promoteurs immobiliers, etc. Et, on veut limiter tout de même ce genre de phénomène, on veut tout de même limiter
la continuation du gonflement de la bulle immobilière. Mais pensez-vous pas que cette pénurie de liquidité aura pour conséquence un éclatement de la bulle immobilière? La conséquence est que finalement, il n'y a pas une chute brutale du prix immobilier. D'accord. Le prix immobilier reste tout de même stable. On a évité le pire parce que de ce point de vue, il pourrait y avoir une espèce de jeu entre les promoteurs immobiliers, les institutions financières et le gouvernement. C'est-à-dire que les promoteurs immobiliers voulaient mettre les institutions financières en otage pour réclamer plus de rançon au gouvernement, donner plus de liquidité et bien créer plus de prospérité sur le marché immobilier, etc. Mais le gouvernement juge qu'il y a suffisamment de bulles sur le marché immobilier et il n'est pas temps de donner plus de liquidité pour faire gonfler encore plus la bulle. Donc il y a un jeu. Donc ça veut dire que dans le long terme, vous pensez que le marché immobilier restera plutôt stable? Je pense que le gouvernement veut stabiliser jusqu'à maintenant le marché immobilier. Et on a tout fait pour essayer de limiter un peu le gonflement du bulle. Et pour le moment, ça a donné des effets dans des petites et moyennes villes. Mais dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai, le prix reste stable mais très élevé. Parce que le prix immobilier à Pékin, par exemple, dépasse même celui de la plupart des villes aux États-Unis. Vu le niveau de revenus moyens, etc., ce qui est tout de même anormal. Donc il faut faire attention à ça. Le gouvernement a raison de faire plus attention au gonflement de la bulle immobilière. Et donc, quel est votre avis sur la politique monétaire actuellement donnée par le gouvernement chinois? Je pense que le gouvernement chinois est prudent quant à sa politique monétaire. Et il ne veut pas donner l'impression que la politique monétaire n'est pas stable et qu'on change tout le temps d'idée sur le volume de liquidité nécessaire pour faire fonctionner l'économie. Eh bien, jusqu'à maintenant, je pense que la Banque centrale de Chine a réussi à maintenir à peu près la stabilité du marché chinois. Donc, pensez-vous qu'on est complètement remis maintenant de cette pénurie d'argent? Je pense que cette pénurie d'argent est passée. Le taux d'intérêt au jour le jour le montre, parce que le taux d'intérêt est revenu à moins de 4%. C'est le taux normal. Vu l'action de la bourse, par exemple, le cours de la bourse, hier, la bourse a connu une période, c'est ça, une remontée spectaculaire. Et bien, les actions des banques qui avaient été en chute libre il y a 2 semaines est revenue à la normale et ils ont battu même le record. Donc, il paraît que le panique est passé et que les investisseurs se sont redevenus normaux. Et ils pensent qu'il n'y avait pas de raison d'être paniqué par cette pénurie d'argent. Et en fait, cette fois, la pénurie d'argent a suscité non seulement des paniques à l'intérieur de Chine, mais cette pénurie survient aussi dans un contexte où les rumeurs grandissent sur un possible déclin de l'économie chinoise. Et donc, nous allons discuter de l'orientation de l'économie chinoise dans la deuxième partie. Et avant de commencer notre discussion, voici un reportage. Ces 4 derniers mois, les signes de faiblesse montrés par l'économie chinoise ont inquiété les investisseurs du monde entier. En mai, 15 institutions financières, dont Standard & Poor's, Merrill Lynch et JP Morgan Chase, ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour la Chine. Bien que le ralentissement de l'économie chinoise soit un fait établi, la plupart des institutions restaient optimistes quant au projet de maintenir 8% de croissance annuelle.
Récemment, ils ont revu leurs prévisions et pensent qu'en 2013, la croissance du PIB chinois sera inférieure à 8%. Pour ces gens qui prédisent le déclin de la deuxième puissance mondiale, le problème est celui-ci. Avec le passage d'un modèle de croissance économique basé sur les exportations à un modèle basé sur la consommation, un système bancaire parallèle se développe et prospère, et on peut craindre que se produise une bulle de crédit, une crise du marché immobilier, un affaiblissement des entreprises nationales et une baisse des taux de rendement qui s'appuient uniquement sur des financements à bas coût. En conséquence, la croissance de l'économie chinoise ralentit. Alors, cette croissance effrénée de l'économie chinoise arrive-t-elle réellement à son terme ? En fait, tout d'abord, répondons aux questions posées à la fin de ce reportage. Est-ce que c'est bien la fin de la croissance effrénée de l'économie chinoise ? Oui, depuis la fin de l'année dernière, notre centre de recherche avait publié un rapport conjointement avec la Banque mondiale, disant que finalement l'économie chinoise a probablement terminé la phase de croissance très rapide pour entrer dans une phase de croissance modérée. C'est-à-dire que la période où le taux de croissance était à 2 chiffres, probablement révolu. Et le taux de croissance de l'économie chinoise a été ramené par la prévision de différentes institutions de recherche, etc., ramené de 7 à 8%, au lieu de 10, 11, voire 12%. Mais est-ce qu'on a réalisé le soft landing ? On est en fait, pour beaucoup, et selon les différents indicateurs, l'économie chinoise est en train de connaître une espèce de soft landing. Parce que, en dépit, par exemple, du ralentissement de l'exportation chinoise, au mois de juin, l'exportation chinoise est négative, si on compte l'exportation et l'importation, etc. Et le marché immobilier reste stable, donc il n'y a pas il n'y a pas un boom d'investissement sur le marché immobilier, mais l'économie chinoise reste tout de même assez satisfaisant, avec un taux supérieur à 7%, donc c'est convenable si on tient compte des facteurs du déclin de l'exportation, si on tient compte de la stagnation du marché immobilier, etc. L'économie chinoise se comporte assez bien. En particulier, du début de l'année jusqu'au mois de juin, etc., il y a un phénomène nouveau, c'est-à-dire que, en fait, pour la première fois dans l'histoire récente de Chine, l'augmentation du revenu disponible moyen est suffisamment robuste, et même supérieure à l'année dernière, à la période où le taux de croissance est plus fort que cette année. Donc c'est probablement une bonne augure qui montre que la Chine ou l'économie chinoise est en train de connaître le début de ce qu'on appelle la restructuration. L'économie chinoise est en train de se réajuster. Donc, un ralentissement de l'économie est nécessaire à cette restructuration, selon vous ? En fait, oui. Une espèce de ralentissement de la croissance n'est pas une nouvelle chose pour la réussite de la restructuration de l'économie chinoise. Mais seulement, il faut faire attention à ce que la vitesse ne tombe pas trop vite. Parce que lorsque la vitesse tombe trop vite, ça pourrait créer des tas de problèmes, ce qu'on appelle des dommages collatéraux, des tas de problèmes auxquels on ne s'attendait pas. Bien, donc, il faut que le ralentissement se réalise aussi et progressivement, graduellement. Mais il faut aussi que d'autres activités compensent, par exemple le déclin de l'exportation, etc. Oui, effectivement, vous avez évoqué la réduction de l'exportation vers l'extérieur. Et aussi, pensez-vous que l'abandon des États-Unis de son politique monétaire très souple auront un effet sur l'économie chinoise ?
Je pense que oui, sur l'économie du monde. Parce que, justement, la politique trop généreuse des États-Unis avait inondé le monde de liquidités. Donc l'économie mondiale était habituée à ce genre disons, de crédit facile, etc. Il y a une espèce de bulle des produits financiers un peu partout dans le monde, y compris dans les économies émergentes. En Chine, on fait beaucoup attention à ce que la bulle ne se gonfle pas trop rapidement. Mais tout de même, il y a une espèce de bulle financière, etc. Et ce phénomène est plus important et difficile à contrôler en Inde, au Brésil, etc. C'est pour ça que si vous regardez le taux d'intérêt de la monnaie nationale en Inde, au Brésil, même en Russie, eh bien, la variation est très forte. La fluctuation est très forte. Ça cause d'énormes problèmes à ces pays. Donc, le retrait de la politique monétaire généreuse pourrait causer aussi des problèmes inverses. Donc du coup, un retrait trop rapide pourrait créer le gonflement ou disons le dégonflement de la bulle, et donc la chute du marché, la chute des prix, et voire même une crise financière dans ces pays. Mais est-ce que pour la Chine, il y a aussi ce risque-là? Est-ce que ce risque est grand? En Chine, il y a un peu de risque, c'est-à-dire qu'on voit déjà l'afflux de capitaux quittant la Chine, quittant l'Inde, etc., qui crée une pression, non pas de réévaluation, mais de déflation, de dévaluation de la monnaie chinoise. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, la Chine connaîtra une pression croissante de dévaluation sur la monnaie, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour l'économie chinoise, mais cela pourrait créer d'autres frictions, des frictions commerciales vis-à-vis des États-Unis, voire même avec l'Union européenne. Parce que souvent, ils nous accusent d'avoir manipulé le taux d'intérêt et le taux de change pour gagner des avantages de façon injuste. Et bien, si la monnaie chinoise commence à dévaluer, bien, ça va créer encore plus de panique là-bas. Et donc, selon vous, quelles sont les principales raisons des inquiétudes sur l'économie chinoise maintenant dans le monde? Sur l'économie chinoise, d'abord, il y a visiblement un ralentissement du taux de croissance en Chine. Eh bien, et là, on doute aussi de la viabilité du modèle de croissance chinois, parce qu'on pensait que l'économie chinoise était appuyée principalement sur l'exportation. C'est le marché extérieur qui a tiré la croissance de la Chine. Maintenant que les marchés extérieurs sont en train de se rétrécir, en Europe comme aux États-Unis, au Japon, etc., donc l'économie ou les économies développées sont encore dans des situations très difficiles. Il y a peu de chances que le marché d'exportation chinoise continue à s'accroître, continue à absorber beaucoup d'exportations chinoises, donc le modèle chinois est considéré comme problématique s'il n'y a pas suffisamment d'exportation. Souvent, ils sous-estiment la capacité chinoise d'absorber ces capacités de production. Donc, s'il y a cet accès de capacité, donc cette surcapacité de production en Chine s'accumule, etc., et aboutira sûrement un jour ou l'autre à une crise financière. Et donc, pour ce genre de raisons, il y en a beaucoup qui croient que c'est le moment de partir de Chine et de se retirer son investissement. Eh bien, d'autres pensent que si les investissements se retirent de la Chine, ça va créer encore plus de difficultés pour la Chine. Donc l'économie chinoise va nécessairement plonger.
Mais vu l'état actuel des choses en Chine, bon, j'ai pas l'impression que l'économie chinoise va bientôt entrer dans une phase de déclin. Mais êtes-vous d'accord sur le point de vue que l'ère de bon marché chinois est passée, mais la consommation intérieure ne remplace pas encore la baisse d'exportation? Pour le moment, oui. La consommation intérieure est en croissance depuis un certain temps, depuis quelques années. Visiblement, le rythme avec lequel la consommation intérieure s'accroît ne remplace pas complètement le rythme avec lequel l'exportation se décline. Quand même, il ne faut pas sous-estimer cette consommation intérieure importante en Chine. Il ne faut pas oublier que la Chine elle-même est devenue le plus grand marché automobile. La Chine est devenue le plus grand marché consommateur d'acier, etc., etc. Beaucoup de choses se passent. La consommation intérieure de Chine est importante, est en croissance et ne compense pas tout à fait la perte de l'exportation chinoise, mais c'est aussi une opportunité pour l'économie chinoise de se redresser, de structurer vers une économie plus autosuffisante, plus indépendante. Et il y a une chose qu'on parle beaucoup dans les médias étrangers, c'est les dettes locales en Chine. En fait, beaucoup de médias ont fait une raison pour laquelle il existe un grand risque en Chine de crise financière ou de crise de la dette, comme qui s'est passé en Europe. Et effectivement, les dettes locales en Chine est très élevée et occupe une grande partie du PIB national. Donc, quel est votre point de vue sur ce problème? Je ne suis pas d'accord avec ce point d'analyse parce que, d'une part, le niveau d'endettement des autorités locales n'est pas très très élevé. Nous avons fait des estimations, nous avons fait des études, etc. En fait, en gros, le niveau d'endettement des autorités locales représente à peu près 40% du PIB. Ce qui est, bien sûr, le niveau d'endettement officiel du gouvernement chinois est seulement de 20 quelques pourcents du PIB, moins de 30%. Ce qui nous donne une marge de manœuvre très 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 large pour s'emprunter, pour faire des tas de choses, etc. Même si on ajoute le niveau d'endettement des autorités locales, ça représente à peu près combien? 40 et quelques pourcents du PIB de la Chine, ce qui est loin d'être au niveau même du traité de Maastricht. Parce que dans le traité de Maastricht, le niveau approprié ou le niveau d'alerte d'endettement est de 60% du PIB. Et la Chine, si on tient compte du niveau d'endettement des autorités locales, ça arrivera à quelque chose comme 40%. Donc ce qui n'est pas un niveau à être paniqué. En plus, le marché des dettes des autorités locales est un marché complètement fermé en Chine. Ça veut dire? Ça veut dire que, en tant qu'investisseur étranger, vous n'avez pas le droit d'acheter ou de vendre ces dettes sur le marché. Mais ce qui garantit une espèce de sécurité de ces dettes. C'est-à-dire que quand il y a